لسار وفي سفر حماني على ماهر مع الأبس والسفر. Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 20h en direct de la ville sainte de Touba. Les titres, c'est tout de suite. Du Grand Magal de Touba, les accidents de la circulation s'enchaînent. 5 personnes ont trouvé la mort sur les routes en direction de la ville sainte. 336 blessés ont pu être sauvés. Les autorités religieuses recommandent prudence et vigilance aux automobilistes. Pénurie d'eau à Touba, le Daïra Al-Mahrouza y voit un sabotage du réseau hydraulique. Ses membres accusent des sociétés chargées de la distribution de faire des profits sur le dos des populations. Bousso Bali, la Mouridia au féminin, un livre qui revient sur le parcours de braves femmes qui incarnent les valeurs de la Tariqa Mouride, un ouvrage coécrit par Bintou Amar à découvrir au cours de cette édition. Après 19 longues années passées à attendre, des orphelins du Diola étrennent enfin leurs indemnités. La cérémonie de remise de chèques s'est déroulée ce vendredi à Ziguinchor. Et puis, l'invité du jour, il s'agit de M. Mokhtar Sarr, président de Rijal SAS, une société d'investissement mouride. Nous le recevrons avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Que nous ouvrons donc tout de suite avec le bilan des interventions de la brigade des sapeurs-pompiers du jeudi 23 au samedi 25 septembre 2021. 77 accidents de la circulation avec 336 victimes sauvées, 5 décédés. Un incendie à signaler, il concerne un feu de magasin, pas de victimes à déplorer. Et pour ce qui est du ravitaillement en eau, eh bien, sachez qu'il a fait l'objet de cette sortie des chiffres de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Parlons à présent du dispositif de la gendarmerie nationale ici à Touba. Pour un bon déroulement de l'événement, les gendarmes sont à pied d'œuvre depuis une dizaine de jours environ. Des interventions multiples pour assurer notamment la sécurité des fidèles, mais aussi la fluidité de la circulation. Colonel Chersar est le commandant de la Légion Centre-Ouest de la gendarmerie nationale. Il est par ailleurs le chef des opérations du Magal. Nous l'écoutons. Événement religieux majeur qui draine des millions de fidèles revêt une importance capitale pour la communauté nationale et internationale. Cette édition se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire et d'hivernage. Cet événement est marqué cette année en amont par un engagement combiné des forces de police et de gendarmerie pour l'assainissement de la ville de Touba avec des résultats satisfaisants. À noter que la gendarmerie s'est engagée depuis le 22 avec des moyens importants. Ainsi, 1710 gendarmes, 115 véhicules, 75 motos, 6 drones sont déployés pour assurer le bon déroulement de l'événement. Dans la même dynamique, les autres légions de gendarmerie territoriale assurent les mêmes missions En réalité, dans tous les quartiers de Touba, y compris au premier chef, Touba Mosquée, où réside le Khalife général lui-même, Serigne Abdou Khadr Mbacké, Serigne Saliou, partout, il n'y a pas d'eau dans les robinets et cela fait des mois d'ailleurs, une partie due aux négligences, parce qu'on ne peut pas comprendre que les services assermentés qui ont donc le pouvoir, le droit et le devoir de la maintenance des forages, de la maintenance du réseau hydraulique de la ville sainte, eux-mêmes vendent de l'eau. On ne peut pas le comprendre.
premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas comprendre que eux qui sont chargés de la réparation des fuites constatées, des cassures de tuyaux, des pannes défectueuses. Donc, quand on les appelle pour leur montrer une panne, qu'ils font la sourde oreille, on ne peut pas comprendre. Allez, parlons santé à présent. Vous le savez, pour la deuxième fois consécutive, le Magal de Touba se déroule dans un contexte de pandémie, mais le dispositif de lutte anti-Covid déployé au niveau de la ville est jugé satisfaisant par le professeur Daouda Ndiaye. L'agrégé en épidémiologie recommande aux talibés mourides de se contenter de suivre à la lettre le ndigal du khalife général des mourides, consistant ainsi au port du masque, mais aussi au respect des mesures barrières. Et selon lui, Serigne Mountakha Mbacké est un guide assez éclairé qui a toujours su montrer la voie à suivre pour lutter contre cette pandémie. Le voici, je veux bien dire le professeur Daouda Ndiaye au micro de Pafara Gning et Mbaye Diouf. Le conseil est suivre les conseils du Khalife. Vous avez les porte-parole, ce qu'il a dit, c'était clair. Également, féliciter le gouvernement du Sénégal. Vous avez vu récemment, ils ont mis en place un hôpital à Touba. Également, le ministère de la Santé a octroyé, comme ils l'ont dit, des masques, un personnel de santé pour accompagner les pèlerins. Ça, c'était à saluer. Maintenant, on dit aux pèlerins de suivre uniquement les recommandations du Khalife, qui consiste à respecter les mesures barrières. Le port de masque, le lavage des mains. Et si on le fait, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Vraiment, l'appel que j'ai envers les pèlerins, c'est de respecter les directives du Khalife, qui a été là au début de la pandémie, comme d'autres leaders communautaires, pour vraiment barrer à la Covid-19. Sur le ndigal du Khalife général des Mourides, Serigne Touba, Serigne Mountakha Mbacké, il a été question d'équiper intégralement l'infirmerie située à l'intérieur de la grande mosquée de Touba. Cela devait permettre de prendre en charge en urgence, rapidement, les pèlerins qui auraient besoin d'une prise en charge immédiate avant leur transfert dans les structures de santé pour une prise en charge beaucoup plus approfondie. Donc nous étions là pour amener un ensemble, en tout cas le lot de médicaments, le lot d'équipements avec tout ce que ça comporte. Et puis vous le savez, à chaque fois qu'il y a des rassemblements de cette envergure, le pourcentage d'enfants égarés s'accroît. Pour y remédier, la Croix-Rouge et l'AEMO s'activent à travers leur réseau de bénévoles et avec pour objectif justement d'aider ces enfants à retrouver leur famille dans la plus grande sérénité. Reportage. Près de 400 enfants égarés chaque année lors du Grand Magal de Touba. La Croix-Rouge sénégalaise et l'AEMO s'organisent pour l'accueil et la réinsertion des enfants dans les familles. Les enfants qui sont égarés, et chaque année on a ces mêmes situations. Donc notre rôle c'est de pouvoir rassembler les enfants dans un lieu sécurisé avec un climat de confiance qui se règne. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse vraiment faire le travail de ce rétablissement des liens. C'est-à-dire quand les enfants nous parviennent, on les enregistre administrativement et ensuite il y a les moyens de communication qui nous permettra pour chaque enfant qui connaît le nom de son parent, le numéro, les référents de ses parents, ça va nous permettre de prendre en contact avec ses parents pour leur faire comprendre que l'enfant est entre nos mains, mais en sécurité et dans une confiance totale, pour nous permettre de ne pas aussi créer la rupture entre le lien familial et l'enfant dans la situation où il se trouve. D'abord, notre rôle c'est de sécuriser l'enfant, c'est de le rassurer et de créer ce climat de confiance que j'étais en train de dire, pour nous permettre un peu de vraiment rassurer les parents et ensuite le orienter vers nous pour la récupération de ces enfants. La raison qui nous avait poussé à le faire, c'est qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup d'enfants égarés et qu'il y a des gens qui les récupéraient mais les mettaient dans des conditions assez difficiles et qu'ils le faisaient aussi moyennant quelque chose. Donc nous, en tant que professionnels, on s'est dit qu'on pouvait apporter notre pierre et essayer de professionnaliser ça. Donc c'est la raison pour laquelle cette commission a été mise sur pied par le préfet et qui est reconduite chaque année pendant la période du Magal. Parfois, certains nécessitent une prise en charge médicale et une assistance psychologique. La mission concerne actuellement 35 personnes. Et sur ces 35 personnes, je dis, il y a 20 volontaires qui s'occupent de cette activité des enfants, créer ce climat familial. Mais aussi il y a le staff, la coordination, mais aussi il y a la logistique. Et qui dit aussi les gens qui doivent monter les tentes, les chauffeurs, etc. Tout ça. Et il nous permet même d'organiser des déplacements parce qu'aussi il
y a la prise en charge médicale. Parce que les enfants, des fois, nous arrivent très fatigués. Hein, il faut vraiment les soulager. Et là, maintenant, on est en coordination. Parce que la Croix aussi, dans cette activité, on a ce qu'on appelle la couverture sanitaire. Sous cette tente, 3 registres pour répertorier le travail. Nous avons des registres. Hein, donc, quand un enfant arrive ici, donc il y a un registre pour le recenser. S'il y a un parent qui vient chercher son enfant et qui ne le voit pas, fait une déclaration. Il y a un autre registre aussi. Maintenant, ceux qui viennent et retrouvent l'enfant aussi sont consignés en fait dans un registre aussi. Donc, on a 3 registres. Donc, pour ce qui est des enfants égarés, des enfants remis et des déclarations. Un magal qui coïncide avec la pandémie, mais toutes les mesures sont respectées pour lutter contre le coronavirus. Découverte de l'association Tous Solidaires pour Porokhane, portée sur les fonds baptismaux en 2018. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des pensionnaires du Dara. Cette année, elle envisage de construire un dortoir à hauteur de 313 millions de francs CFA pour pouvoir justement loger au moins 300 filles. Ses membres lancent un appel aux bonnes volontés pour réussir ce projet. Et à ce propos, écoutons Sokhna Diarra Mbodj. Elle est présidente de l'association Tous Solidaires pour Porokhane. Près de 400 enfants égarés chaque année lors du Grand Magal de Touba. La Croix-Rouge sénégalaise et l'AEMO s'organisent pour l'accueil et la réinsertion des enfants dans les familles. Les enfants qui sont égarés. Au Dara Mam Diarra de Porokhane, tout le monde sait que Serigne Mountakha étant le président de la fondation Mam Diarra, avec son aîné Serigne Moustapha Bassirou, avait donc mis en place le Dara pour accueillir les marraines, les homonymes de Sokhna Diarra. Actuellement, il y a 550 Sokhna Diarra qui sont sur place et nous, non seulement les parents des Sokhna Diarra ne contribuent pas donc, au budget de fonctionnement du Dara, parce que c'est la volonté du Serigne. Donc nous, de notre côté, l'objectif de l'association, c'est de venir en aide à la fondation donc pour pallier aux besoins du Dara, que les Sokhna Diarra ne manquent de rien, aussi bien côté nourriture, côté infrastructure, hygiène, cadre de vie, et aussi actuellement notre projet phare qui est de construire un dortoir de niveau R+2 pour les Sokhna Diarra, un dortoir d'une valeur de 313 millions. Et actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons bouclé la première phase, donc la collecte de la première phase, donc pour démarrer les travaux. Nous attendons que le ndigal du Khalif pour démarrer les travaux de dortoir. Bousso Bali ou la Mouridia au féminin, un livre qui vient d'être publié. L'auteur revient sur la vie et l'œuvre des femmes mourides qui incarnent des valeurs sûres, en plus d'être des femmes de référence. Selon la co-autrice Bintou Amar, eh bien, il est important pour les femmes sénégalaises de pouvoir s'inspirer de ces femmes modèles. L'ouvrage évoque par ailleurs la place primordiale que Cheikh Ahmadou Bamba a accordée toute sa vie durant à la femme au sein de la société. Un reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye. Les images sont signées Mbaye Diouf. Bintou Amar est la co-autrice du livre intitulé Bousso Bali la Mouridia au féminin, un bouquin déjà disponible au niveau des librairies. L'auteur revient ici sur la vie et l'œuvre de certaines femmes de valeur comme Sokhna Mariama Bousso, Sokhna Fati Issa Diop et Sokhna Ndeye Seynabou Ndiaye, entre autres, d'illustres femmes qui ont passé tout leur temps à propager les préceptes de l'islam. Indique le titre, je pense que le titre déjà indique de façon claire et de l'optique même du livre. On parle des femmes qui ont marqué la Mouridia, des femmes qui ont laissé leur empreinte dans la Mouridia. Et pourquoi Bousso Bali? Parce que tout simplement Bousso Bali, Sokhna Diarratoulah et Mariam, est la figure charnière de ce livre, de cette œuvre. Elle est même le squelette même du livre parce qu'elle est la référence dans la Mouridia. Et on a parlé aussi d'autres femmes, d'autres générations, à savoir celles qui étaient dans la cour du Cheikh. On a parlé aussi des femmes qui étaient les filles du Cheikh et également d'autres femmes, disciples mourides qui ne sont pas forcément de la famille du Cheikh mais qui avaient prêté acte d'allégeance à Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul et qui aujourd'hui servent de référence à toutes les femmes et filles de cette génération. Selon Bintou Amar, après avoir lu ce bouquin,
Les femmes sénégalaises devront s'inspirer de ces femmes modèles qui ont marqué leurs empreintes dans la Mouridia. Et dans le livre Bousso Bali, la Mouridia au féminin, on en a profité pour parler de la vision du Cheikh par rapport à la femme, parce qu'il a toujours conçu, il a toujours vu que les hommes et les femmes naissent libres et égaux et qu'ils avaient tous les mêmes droits, que la femme avait droit à l'éducation, à la science, que la femme avait aussi droit au travail, tant que cela respecte, tant que cela reste conforme aux valeurs, aux principes de l'islam. On est également revenu sur les relations entre mari et femme dans le livre à travers divers exemples qu'on a cités également, que vous allez trouver dans le livre, mais aussi une partie qui est très importante. Qu'est-ce que ces femmes mourides ont apporté à la communauté sénégalaise? Qu'est-ce que ces femmes mourides ont apporté en tant que citoyennes à la société à laquelle elles appartenaient? Bousso Bali, la Mouridia au féminin, évoque aussi la vision de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké par rapport aux rôles et responsabilités de la femme dans la société sénégalaise. C'est, il faut le dire, un bel exemple de fraternité entre les deux plus grands foyers religieux du Sénégal, Tivaouane et Touba, avec Tivaouane solidaire à Touba dans la célébration du 18 Safar sur place. Tidjane et Mouride célèbrent Cheikh Ahmadou Bamba à l'unisson. L'association Soppey Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine accompagne les Mourides en route vers le Magal. Les pèlerins bénéficient ainsi de masques mais aussi de kits sanitaires. Reportage sur place avec nos correspondants Cheikh Anta Diop et Seylatia. Point de départ, quartier Cheikh Aobal Mbacké de Tivaouane. Ici, Sokhna Faty Mbacké a reçu la délégation de l'association Soppey Al Amine, où de nombreux talibés tidianes regroupés au sein de l'association Soppey Al Amine distribuent des masques et gels hydroalcooliques aux pèlerins qui doivent se rendre à Touba. Tout le monde sait que le Magal de Touba constitue l'événement majeur, sinon un événement phare dans le chemin qui a été tracé par notre guide Mame Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi, à chaque année, à chaque occasion, nous aussi, en tant que fils, en tant que talibé tidiane, nous leur témoignons toute notre solidarité et tout notre accompagnement. Des années durant, ces talibés tidianes ont démontré une fois de plus leur soutien envers les mourides à l'occasion du Magal. Pour Pape Momar Gaye, ces actions seront perpétuées. Une recommandation de leur guide religieux, Feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Serigne Abdoul Aziz Al Amine, qui nous avait demandé de nous investir sur tout ce qui peut participer à la cohésion sociale et à la paix dans le Sénégal, mais particulièrement tout ce qui s'agit des relations entre Tidjane Mouride, parce que leurs deux guides spirituels, à savoir Mame Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Seydi El Hadji Malick, ont des liens séculaires de famille. C'est aussi un appel à la cohésion, un appel aussi à la solidarité, un appel à la paix. Ces masques sont distribués tout le long de la route de Tivaouane pour permettre aux pèlerins de passer un bon Magal de Touba. Et nous quittons Touba pour retourner à Dakar, à Ouakam, plus précisément. Sur place, la reconstruction du mur d'une école élémentaire qui menace ruine oppose le comité de gestion de l'école en question à l'administration du centre de santé Annette Mbaye d'Erneville. Le centre sanitaire se targue d'avoir reçu l'autorisation de la mairie pour ériger un parking, mais le comité de gestion de l'école estime qu'il y a une violation dans les procédures. Alassane et Amadouba pour les détails. C'est la reconstruction de ce mur qui menace ruine qui est à l'origine du différend. La voie utilisée par la mairie pose problème, selon Seg Diagne, président du comité de gestion de l'école élémentaire Ouakam 6. Il y a un an, on a alerté le maire pour lui dire que le mur peut s'affaisser à tout moment, qu'il doit le reconstruire. C'est ainsi qu'il a donné mandat à une personne non habilitée pour refaire le mur. Et maintenant, ce dernier, M. Pape Diouf, a attaché une condition à la reconstruction du mur, à savoir faire reculer le mur pour avoir un parking pour le compte du centre de santé. C'est ce que nous ne voulons pas, parce que reculer le mur va avoir pour conséquence, le couloir va être trop exigu. Et par conséquent, les salles de classe vont devenir très chaudes. Pape Biram Diouf, secrétaire exécutif du centre de santé Annette Mbaye d'Erneville, estime que ce sont des accusations non fondées. Ils ont eu
l'autorisation du maire avant d'entamer les travaux de reconstruction. Nous avons rédigé une demande d'autorisation d'occupation pour le parking que nous avons déposée à la mairie. Et on nous a autorisé à reconstruire le mur. C'est le maire qui est compétent aussi avec l'acte 3 de la décentralisation. La santé comme l'éducation font partie des compétences transférées. Et c'est le maire qui est l'autorité locale. Ségue Diagne pense qu'il n'est pas question de laisser passer. Si le mur doit être reconstruit, le conseil municipal doit donner son autorisation. Dans l'actualité également, ce soir, 371 orphelins à l'issue du naufrage le Joola a bénéficié enfin d'indemnisation de la part de l'État après en avoir été privés pendant des années. Ces orphelins du Joola, devenus pupilles de la nation, ont effectivement reçu leur chèque lors d'une cérémonie officielle de remise symbolique d'allocation organisée à Ziguinchor. Suivant à ce propos les explications de Mame Ngor Diouf, il est secrétaire général au niveau du ministère de la Famille et ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Procéder à la remise symbolique d'allocation aux orphelins du bateau du Joola non déclaré pupille de la nation. Comme vous le savez, à la suite de ce drame, l'État du Sénégal a pris d'importantes mesures en faveur des familles et des victimes avec des dispositions spéciales au profit des enfants. Et dans ce cadre, il a été institué le statut de pupille de la nation. Et à ce jour, 977 enfants ont été déclarés pupilles de la nation. Et parmi ces enfants, 720 sont des pupilles issus des orphelins du Joola. Maintenant, il y avait une partie qui n'avait pas bénéficié de ce statut. Et aujourd'hui, à la faveur de la directive de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, donc le gouvernement a pris toutes les dispositions et une enveloppe de 106 500 000 francs a été dégagée pour assurer la prise en charge financière de ces 371 pupilles orphelins du Joola qui n'étaient pas déclarés pupilles. Alors, juste avant de passer à notre invité du jour, ce dernier élément du journal, arrestation en Guinée-Bissau de 68 pêcheurs sénégalais originaires de Joal. Ils sont accusés de pêcher avec des filets non conformes. En conférence de presse, ils ont interpellé les autorités sénégalaises pour leur libération. Ils étaient face à la presse. Ahmed Ouad est membre du collectif. Il porte également la parole du collectif. Je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo et de Mamadou Gueye. Une soixantaine de pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée-Bissau. Ils sont accusés de pêcher avec les monofilaments. Il y a de cela 5 jours, les gardes-côtes bissau-guinéennes ont interpellé 5 de nos pirogues et ils les ont arraisonnés et les ont amenés en Guinée-Bissau, faute de pêcher avec le monofilament. Et le pire, c'est que le matériel qui était dans les pirogues ont été laissés en pleine mer. Et ces matériels coûtent beaucoup de millions. Donc, les embarcations sont à Kachao à ce moment-ci. Ils nous reprochent de pêcher avec le monofilament. Alors sur ce monofilament, je vous dis qu'il n'y a aucune convention internationale qui interdit ce monofilament. Selon ces pêcheurs, ces personnes arrêtées vivent dans des conditions très compliquées en ce moment. On est en train de nous torturer, on est en train de nous racketter, on est en train de nous maltraiter. Ce qui n'est pas normal entre le Sénégal et la Bissau. Ils ont des licences en bonne et due forme. Alors si sur la route, tu attrapes une voiture, il a fait une infraction, mais tu lui infliges une amende, il paye, il rentre chez lui. Mais le fait de les maintenir là-bas, sans pour autant leur fixer le montant même qu'ils vont payer pour aller prendre leur matériel, c'est ce qui nous font mal. Ces acteurs de la pêche invitent les autorités à assister ces pêcheurs sénégalais qui souffrent en terre bissau-guinéenne. Nous interpellons directement le président de la République pour qu'il sache que ses fils sont là-bas dans les autres territoires bissau-guinéens en train de subir des tractations de la part des Guinéens. Les parents de ces pêcheurs arrêtés disaient être dans une inquiétude totale. Ils ne comptent que sur l'État pour la libération de ces pêcheurs.
Un mot de sport avant d'accueillir l'invité du jour. L'équipe du Sénégal de football remporte la première édition de la Coupe d'Afrique des sourds-muets, une compétition qui se déroule au Kenya devant l'équipe nationale du Mali. Le score 1-0. Aziz Dieng et l'un des coachs ont fait un travail remarquable. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur le sport ce soir. Tout de suite, place à l'invité du jour. Le moment est venu pour nous d'accueillir donc l'invité du jour. Il s'agit de Monsieur Mokhtar Sarr. Il est président de Rijal Holding SAS, directeur général M&A Capital, secrétaire général également du regroupement des hommes d'affaires Mourides de Monsieur Sarr. Bonsoir, bienvenue à cette édition. Bonsoir Madame. Alors, il y a un mois, Rijal Holding, la société que vous dirigez donc, première société d'investissement Mouride avec 1050 investisseurs, a fêté sa première bougie. Pour ceux qui nous regardent ce soir et qui ne connaissent pas la société, comment vous pouvez leur présenter en quelques mots? En fait, Rijal est, comme vous le dites, une société d'investissement Mouride qui a été constituée il y a un an de cela et qui a une vocation très simple de participer au développement économique de la ville sainte en générant avec des investissements productifs, avec un impact sur la création d'emplois. Donc c'est une société par action simplifiée, dotée d'un conseil d'administration, avec 14 membres répartis un peu partout dans le monde. Et en un an, nous avons pu attirer la confiance de 1050 investisseurs, comme vous le mentionnez, grâce à des performances qu'on a réalisées avec le réseau de distribution Senchamp, Rijal Express qui est dans la distribution, et des projets dans tout ce qui est services financiers qui sont actuellement dans le pipe. Actuellement, nous avons pu créer à peu près 72 emplois en un an, donc ce qui rentre dans nos objectifs. Et nous envisageons en fait renforcer le caractère spirituel de la ville sainte de Touba avec ses créations d'emplois, mais en misant beaucoup sur l'investissement productif. Rijal est une société d'investissement Mouride. Je vais insister un peu sur le terme Mouride. N'est-ce pas là une vision, selon vous, un peu réductrice, on va dire, quand on parle de développement économique? On peut très bien être un musulman ou un chrétien et nourrir de bonnes ambitions pour Touba. Est-ce à dire que si on n'est pas Mouride, eh bien, on n'est pas la bienvenue dans votre capitale ou dans votre société? Nous parlons de développement, en effet, mais il ne faut pas perdre de vue que le développement du Sénégal, c'est le développement local en premier. C'est la somme des développements des localités, je pense, qui nous permet à la fin de la journée d'agréger pour sortir ce qu'on donne en général en termes de PIB et de performance. Donc Rijal, aujourd'hui, il n'y a rien d'extraordinaire avec ce caractère mouride. L'objet social est clair et assumé, c'est-à-dire investir dans la ville sainte et dans tous les projets portés par les Mourides. Et à partir de là, je pense que nous jouons un rôle important dans la deuxième ville économique du Sénégal qui a un besoin drastique d'investissement. Touba, aujourd'hui, a besoin d'énormément de choses. Spirituellement, je pense que nous sommes bien assis, mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'investissement productif porté. Justement, des investissements, il y en a eu dans la ville sainte. Quel regard portez-vous, justement, si vous deviez aujourd'hui dresser, on va dire, un bilan des investissements qui ont été faits à Touba, quel bilan ferez-vous? Ça dépend. Si on parle de l'investissement public, je pense qu'aujourd'hui, il y a à dire et à redire. Je pense que Touba manque beaucoup d'infrastructures publiques. Ça, c'est le rôle de l'État. Maintenant, s'il s'agit de l'investissement privé, je pense que là aussi, le secteur privé mouride a beaucoup à faire parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le spirituel a beaucoup d'avance sur le secteur privé mouride. Rien qu'à regarder la beauté de la grande mosquée de Touba, derrière, on ne voit aucune infrastructure aujourd'hui de cette dimension qui permet de pouvoir créer des emplois. C'est-à-dire que nos chefs religieux ont déjà une longueur d'avance sur nous? Ah non, ils ont un siècle d'avance sur nous. Je pense que, comme je l'ai dit, il faut toujours sortir, regarder la beauté de la grande mosquée et des mosquées qui sont autour de Touba pour pouvoir en fait réévaluer ses ambitions pour la ville sainte. Touba ne peut plus continuer à fonctionner de la sorte ou bien manquer d'infrastructures. Vous pensez que le développement de Touba à l'heure actuelle est aujourd'hui inférieur au statut de la ville en tant que telle? Si on regarde sous le volet infrastructure, oui.
l'infrastructure publique, l'infrastructure privée. Je pense qu'il y a énormément de gaps par rapport à la spiritualité, qui est d'ailleurs la vocation première de la ville. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect. Mais après, je pense que le développement des infrastructures porté par le secteur privé mouride est ce que Rijal est en train de faire. Et on espère inspirer d'autres mourides à venir nous rejoindre. Et le secteur public, notamment l'État, à travers des secteurs très sensibles, notamment l'eau, l'assainissement, devront permettre de combler ce gap dans le moyen terme, pour ne pas dire dans le court terme. En fait. Alors, à travers votre société, vous projetez l'industrialisation de la ville. Vous avez même à terme volonté de créer un data center. C'est très ambitieux tout ça, on va dire, mais Touba, à l'instar des autres villes du Sénégal, connaît des problèmes d'assainissement. Actuellement, on le voit dans la ville sainte, il y a eu des problèmes d'assainissement liés aux inondations. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez trop vite en besogne? Peut-être qu'il faudrait d'abord s'attaquer à certains secteurs prioritaires tels que l'assainissement ou l'aménagement du cadre de vie. Où est-ce que vous en êtes? En fait, chacun son rôle. Je pense qu'aujourd'hui, les sujets que vous évoquez ne sont pas le rôle du secteur privé, encore moins le rôle du spirituel à Touba. Malheureusement, vous savez quand même que si vous voulez investir, Touba a tellement l'habitude de se prendre en charge. Il faut bien que le cadre de vie soit posé quand même. Touba a tellement l'habitude de se prendre en charge qu'on oublie qu'on fait prendre en fait des rôles qui ne sont pas le rôle du Khalif général du Mouride, encore moins de Touba Sakanam qui fait un travail extraordinaire, encore moins du privé. Aujourd'hui, le développement des infrastructures de base, notamment la santé, encore heureux, on a inauguré enfin un hôpital financé par l'État du Sénégal tout récemment. On dit bravo, il était grand temps parce que le dernier Fawzeni c'était par les Mourides. Aujourd'hui, nous parlons de l'assainissement de l'eau. Je pense qu'il appartient à l'État, à travers le budget auquel Touba contribue de façon considérable, à travers la société de consommation qui existe, rien qu'à regarder le secteur bancaire, le secteur des télécoms, et le secteur des hydrocarbures d'ailleurs, qui aujourd'hui porte énormément le budget du Sénégal. Quand on regarde le poids de Touba dans la consommation sur ces volets-là, on se rend compte que Touba n'est pas négligeable dans le budget du Sénégal. Donc je pense qu'il est important sur ces volets que l'État joue son rôle. Ce n'est pas le secteur privé mouride qui doit aujourd'hui porter ces investissements. Par contre, si l'État, je termine sur ce point, vous conviendrez avec moi que si le secteur immobilier mouride peut y contribuer, vous pouvez le faire, pourquoi pas? Si l'État met un cadre qui permet au secteur privé mouride dans le cadre des contrats partenariats public-privé, je pense que nous sommes très ouverts pour cela, mais ce cadre n'existe pas pour le moment et nous espérons qu'on va y arriver parce qu'on en parle chaque année et le problème reste crucial. Que chacun reste dans son rôle et puis on pourra avancer. Est-ce que vous avez déjà essayé de rencontrer justement des autorités qui s'activent dans ce domaine pour poser les bases de la discussion, ou vous n'en êtes pas encore arrivé à ça? Non, on n'en est pas encore arrivé là. Je pense qu'aujourd'hui, point de vue institutionnel, même entre l'OFOR, Maou Rahmati, il y a des discussions qui sont en cours, mais il faut arriver à un stade pour se rendre compte que le secteur privé mouride a un rôle à jouer et l'État doit pouvoir les impliquer dans ces discussions-là. Peut-être la solution viendra à ce niveau, comme on l'a fait pour impliquer Suez dans la gestion de l'eau à Dakar, ou bien sur tout le territoire, ou bien l'ONAS qui aujourd'hui, à travers des sociétés privées, gère le réseau à Dakar, qu'on puisse aujourd'hui impliquer le secteur privé mouride et on reste attentif à tout ce qui est en train de se passer. On va, si vous le permettez, parler un peu d'éducation. Aujourd'hui, le grand projet, on va dire l'un des projets phares du Khalif général du Mouride, c'est l'implantation de cette université qui est en train d'être érigée. Quel est selon vous l'impact qu'elle peut avoir sur le développement économique de Touba? Écoute, ce projet déjà, je pense, est un projet spirituel qui répond à un vœu profond de Serigne Touba. Je pense que le Khalif n'a pas manqué de le rappeler. Après, un lieu de concentré des milliers d'étudiants, des centaines de professeurs, avec un flux entrant-sortant, naturellement, change de façon considérable en fait une économie. Pour juste benchmarker, il faut regarder le coude, c'est des centres de vie où les gens passent la journée, passent la nuit, passent du temps et naturellement vont créer en fait d'autres zones économiques, vont créer d'autres centres de profit et certainement d'autres PME vont naître dans la ville sainte pour pouvoir répondre aux besoins en fait, qui émanent de cette université. Oui, ça va changer économiquement la ville et encore faudrait-il que les acteurs locaux arrivent à saisir ces opportunités à temps en se structurant et sortant un peu de l'informel. Alors, dernière question, j'ai parcouru un peu la liste de vos activités. Je n'ai pas trop senti la formation, l'école. Pourtant, vous êtes un parfait modèle de réussite, on va dire, entre le spirituel et le temporel. Je veux dire, vous faites partie de la communauté Hizb ut-Tahrir et en plus d'être un parfait intellectuel. Où est-ce que vous en êtes au niveau formation? Qu'est-ce que Rijal Holding fait
pour la formation, en fait, on va dire, d'élèves, d'élite? Pour le moment, sur notre plan triennal, effectivement, nous n'avons pas encore touché ce volet parce que nous avons remarqué qu'il y avait un travail extraordinaire qui se faisait. On parle de la grande université de Cheikhoul Khadim en construction, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un travail extraordinaire chez Al-Azhar, qui est la première institution, première université, école privée du Sénégal, qui aujourd'hui, à travers son niveau de formation professionnelle, fait un travail remarquable. Je pense qu'il serait plus, et on réfléchit, voir comment on peut appuyer un peu ces initiatives plutôt que de lancer d'autres initiatives. En tout cas, nous regardons de très près, nous essayons de combler les vides qu'il y a, et tout en évitant de recréer en fait des roues qui sont déjà là et qui ont juste besoin d'être boostées et avancer là-dessus. Merci beaucoup, M. Sarr, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite plein succès pour le développement de vos activités. Merci, Madame Ba. Merci pour l'invitation. Merci, chers téléspectateurs. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai été ravie de vous présenter, comme d'habitude, en direct de Touba. Restez connectés sur GFM. Tout se passe ici. GFM qui, vous le voyez, s'est mobilisé depuis près d'une semaine pour vous faire vivre les temps forts du Magal de Touba. À demain et restez connectés sur la TFM. Au revoir.